Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Et mon invité aujourd'hui est Ramayad, à propos de ce livre qui tombe vraiment à pic, Les leçons de l'Amérique, nation et puissance, à quelques jours de l'élection présidentielle. Ça vient d'être publié aux éditions L'Harmattan. Bonjour Rama, Bonjour Pascal. ravi de te retrouver. Bon, on va pas faire semblant de ne pas se connaître. Ravi de te retrouver en France. Tu es parti il y a quelques années, donc tu as quand même une vie publique très active en France, et maintenant tu es parti et tu es établi à Washington, où tu diriges un programme sur l'Afrique à l'Atlantic Council. Exactement, je suis partie il y a 4 ans. J'avais envie d'un petit break et puis finalement ça se prolonge un peu. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui dirigent Atlantic Council. Fred Kemp, qui est un ancien journaliste du Wall Street Journal, qui dirige l'organisation. Et puis, bien que je ne sois pas américaine, il m'a confié la direction du programme Afrique. Et j'ai aussi rejoint le programme Europe. Et être au cœur de la capitale mondiale, dans un contexte international aussi vertigineux, et pouvoir conseiller les gouvernements, les institutions internationales, le secteur privé depuis Washington, c'est effectivement une opportunité extraordinaire. Et on reproche souvent aux politiques de ne pas faire de s'accrocher, de ne pas avoir d'expérience du travail, du privé, ben Ouais. voilà, ou de Du réel l'international. et du réel, effectivement. Exactement, Ouais, d'accord. exactement. Donc en fait, comment s'est passée la transition? Ça n'a pas été trop difficile? Non, ça a été finalement assez fluide. J'ai quitté après l'élection présidentielle de 2017. J'avais tenté de me présenter, j'avais eu pas mal de parrainage, mais pas assez pour pouvoir le faire à la présidentielle. Et puis j'avais estimé que j'étais arrivée voilà, au bout d'une séquence, au bout de 10 Hum, ans de politique. mhm. Et je voulais vraiment travailler sur l'Afrique puisque je suis née au Sénégal. Donc j'ai commencé par enseigner. J'ai rejoint Sciences Po comme enseignante, Sciences Po Paris, Sciences Po Reims. Et puis, parce qu'il fallait aussi avoir un pied en Afrique, l'université Mohamed VI au Maroc. Et j'ai prolongé cet engagement académique par le think tank Atlantic Council, qui est une organisation non partisane, de toute façon, Ce qu'on privée. appelle un think tank, Un un think centre de tank, réflexion. voilà, exactement. Du coup, est-ce que tu penses que la vie intellectuelle dans les think tanks est moins violente que la vie politique? Oh, alors les think tanks, alors bon, je n'ai jamais travaillé dans un think tank français, notamment l'IRIS, mais le think tank américain, il est très différent. C'est pas l'idée que je m'en faisais. C'est au-delà d'être un centre de recherche internationale qui publie comme l'IRIS des publications plus ou moins longues, des tribunes qu'on place dans le New York Times, Washington Post ou même nos propres plateformes. Il y a un travail de conseil des décideurs et avec des recommandations très précises qu'on traque jusqu'à leur exécution. Donc on mesure l'impact dans le réel, justement, des travaux de nos experts. Et c'est ainsi que, voilà, lorsque la vice-présidente voyage en Afrique, je me rends à la Maison-Blanche Pour pour la la briefer, conseiller. voilà. Voilà, donc lorsque je lance un programme sur les industries créatives et de voir 3 ans plus tard que le président Biden signe un executive order pour engager plus de financement en Afrique là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'extra. Ou encore quand on discute avec les membres du Congrès, notamment le comité Ways and Means, de la réforme des droits de propriété intellectuelle, tout ça permet de mesurer l'impact de ce travail académique Est-ce que tu as sur la vie. l'impression que tu as connu, en fait, des deux côtés, dans la vie politique quand tu étais en France, dans la vie des think tanks quand tu étais aux États-Unis? Est-ce que tu as l'impression que les think tanks sont plus utilisés par les Oui. décideurs américains aux États-Unis qu'en France? Ah, ils font parfaitement partie de la politique étrangère américaine. Et de la politique multilatérale des institutions implantées là, c'est-à-dire Banque mondiale, FMI, le secteur privé. Oui, c'est partie prenante. Ce n'est pas, il y a une consanguinité très très forte, bien que ces think tanks, pour certaines d'entre elles, soient parfaitement indépendantes. D'autres sont plus, voilà, l'USIP par exemple. Enfin, Et l'Heritage Foundation est très il y en a, néoconservatrice. Bon. effectivement, il y en a qui sont engagés, Mm. qui ont un engagement ou du côté démocrate ou du côté républicain. La Heritage Foundation s'est fait connaître récemment pour avoir publié un rapport de plus de 1000 pages, un programme de gouvernement pour Trump, euh, le projet 2025. Et d'autres comme nous sommes complètement pas partisans. Enfin, lorsque j'ai invité Ilhan Omar, qui est du Congrès, et Sarah Jacobs, toutes les deux étant Ilhan démocrates. Omar, qui fait partie du Quad, qui est Exactement. une élue démocrate très remuante. Voilà, Exactement, ouais. Sarah Jacobs et Ilhan Omar à venir sur mon plateau comme le tien aujourd'hui
à Atlantic Council, j'ai dû aussi inviter 2 républicains le lendemain pour exactement le même exercice. On tient à cet équilibre. Donc c'est ce qui me permet effectivement d'avoir des contacts des 2 côtés. Alors, ton livre, Les leçons de l'Amérique, tu commences par un chapitre sur la démocratie. C'est une sorte de plongée sur les racines profondes de la société américaine. Et tu commences par la démocratie en Amérique, donc en paraphrasant Tocqueville, que tu cites beaucoup, dont tu t'inspires beaucoup. Et tu commences à être comme par une très grande remise en cause de la démocratie avec les événements du 6 janvier 2021. Oui, ce livre, au fond, c'est une restitution de 4 ans d'expérience aux États-Unis. Et j'avais envie de partager avec ceux qui veulent bien m'écouter en France. Et parce qu'on dit souvent, ce qui se passe aux États-Unis, non seulement finit par arriver en Europe ou en France, mais impacte l'ensemble. L'élection présidentielle va impacter toute la terre entière. Et donc, effectivement, j'ai pris 6 grandes dates, chocs, qui ont marqué ces dernières années où j'y étais, pour brosser un portrait de l'Amérique d'aujourd'hui et essayer de comprendre quels sont les ressorts de cette Amérique-là qui est en train de changer. Et donc, on commence par la démocratie parce que tout commence là. Et effectivement, Tocqueville, mais pas seulement Tocqueville, Clémenceau aussi, sont les 2 sages qui m'accompagnent tout au long de ce livre, parce que les 2 ont écrit sur l'Amérique. Clémenceau sur l'anticolonialisme, sur l'affaire Dreyfus, et donc qui réunissait ces 2 combats. Exactement. Alors, Tocqueville, lui, c'était Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, et Clémenceau, lui, c'est Napoléon III, c'est l'Empire, et l'un est magistrat, et lui, il arrive pour étudier l'enfance du modèle démocratique américain, et puis Clémenceau, lui, il vient 30 ans plus tard, après la guerre de sécession. Lorsque Abraham Lincoln n'est plus, il est remplacé par Andrew Jackson, qui, lui, cherche à faire l'union sur le dos de l'esclavage qui venait d'être aboli, et donc est prêt à toutes les concessions pour ça. Et c'est intéressant parce que Clémenceau est alors journaliste au Temps, et il vient d'arriver à New York, et il passe beaucoup de temps à Washington à écouter les discussions au Congrès. Et il est impressionné par des personnages, des sénateurs et représentants comme Thaddeus Stevens, qui sera son grand maître à penser. Et il verra aussi les pendaisons des Noirs, il va voyager à travers le pays. Au-delà d'être journaliste, il est aussi précepteur d'un lycée de jeunes filles, prof d'équitation. Et Patrick Veil et Thomas Massé ont recensé l'ensemble de ses écrits pour le Temps dans un livre magnifique récent. Et donc, voilà, guidé par ces 2-là, Tocqueville et Clémenceau, mais je prends définitivement le parti de Clémenceau, on découvre cette société américaine. Et je compare avec aujourd'hui, comment les choses ont évolué. Et il est resté beaucoup de vrai dans les 2 analyses, mais pour moi, celle de Clémenceau est la plus pertinente au regard de l'actualité. Tu as une phrase quand même assez forte. Comment qualifier de démocratie un pays fondé sur l'esclavage et les inégalités raciales ? C'est la limite du travail de Tocqueville, si je puis me permettre. Et, alors que Clémenceau, lui, a placé cette question de l'esclavage au cœur de son travail, pour dire il faut aller vers le 14e amendement. Enfin, ces hommes comme Thaddeus Stevens, comme Sumner, comme Ben Wade, qui sont des républicains, parce que le Parti républicain, à l'époque, était le parti abolitionniste et anti-esclavage. Et donc, ces hommes-là qui sont battus, qui ont engagé la bataille du 14e amendement pour les droits civils et politiques, eh bien, ces hommes-là vont l'inspirer quand il rentrera en France, en 1869, qu'il verra l'Alsace-Lorraine être imputée de la France, qu'il va se présenter, qu'il va s'engager en politique, et il va s'engager contre l'antisémitisme, il va s'engager contre le colonialisme de Jules Ferry notamment, il va s'engager pour J'accuse avec Zola, pour l'amnistie des communards avec Hugo, quand même la période Hugo, Zola, Clémenceau, vivant à la même époque, c'était extraordinaire, et il aura eu toutes ces inspirations de son expérience américaine. Et quand il revient en 1922, il est accueilli à New York comme un héros par les Américains. Donc, c'est aussi la proximité entre ces 2 pays, la France et les États-Unis, que j'ai voulu également raconter à travers aussi tous ces récits. Voilà. Alors, aussi, une phrase merveilleuse, tu parles du refus de la défaite par Trump. Et on pourrait remonter à 2000, le refus aussi, enfin, une victoire volée. Souvent, on dit, mais dans les pays africains, les votes, c'est truqué, etc. Et tu dis, il n'y a quand même pas que... Enfin, le Sénégal,
ton pays d'origine aurait pu offrir une belle leçon d'alternance démocratique par rapport aux États-Unis. C'est vrai que les Africains ont observé avec beaucoup d'ironie ce qui se passait aux États-Unis en ce moment-là, mais quand même, comme je dis aussi, il y a eu l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Ça a été en Mondovision. On a assisté à l'ébranlement du système démocratique américain, c'est sûr. Mais en même temps, cette démocratie a tenu. C'est-à-dire que les contre-pouvoirs étaient présents. Vous avez vu 10 secrétaires à la défense, dont Mark Esper, qui était le secrétaire à la défense de Trump lui-même, qui avait été congédié pour déloyauté, signer une lettre ouverte pour dire la Constitution avant tout. Vous avez vu l'armée avec le général Miley, qui aujourd'hui d'ailleurs témoigne dans le livre de Bob Woodward pour qualifier Trump de fasciste, résister également. Au niveau local, les certificateurs, en Géorgie notamment, qui refusaient les voix que et même le très conservateur Mike Pence, le vice-président. Le vice-président. Qui est pourtant très à droite. Qui préside le Capitole à ce moment-là, la séance de certification finale, alors que la foule crie pendez-le. Et c'est pas la première fois que le Capitole était attaqué. Hein. Le Capitole avait été attaqué en 1812 par des soldats britanniques, ouais. Voilà, pendant la guerre. Ou encore, Clémenceau raconte aussi comment des New-Yorkais sont montés à la capitale dans une de ses lettres au temps. Voilà, il y a eu aussi en 1953, il y a eu en 1983 quand il y a eu la guerre au Liban pour protester contre... Bon, il y a eu plein de fois où le Capitole a été brûlé ou incendié ou attaqué, mais sauf que là, la spécificité, c'est que c'est venu de la première autorité de l'État, ouais. Du président lui-même, POTUS. Ouais. Ouais. C'est quand même très grave. Alors, tu parles beaucoup aussi du problème des femmes, et je ne savais pas, je l'ai appris en lisant ton livre, que les États-Unis ne figurent qu'à la 27e place, ouais. Selon le World Economic Forum, dans le place sur la parité, loin derrière la France. Récemment, on vient d'apprendre, on vient de mesurer et d'apprendre les premiers effets de l'abrogation de l'avortement comme droit fédéral. La mortalité infantile qui repart à la hausse. Et mortalité maternelle, tu en parles également. Maternelle qui repart. Ouais. Ça, c'est pour les femmes noires, on le savait déjà, qui sont 3 fois plus nombreuses à mourir en couche que les femmes blanches. Mais là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est les conséquences même du renversement de Roe and Wade. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que... La décision du Conseil constitutionnel qui vient interdire, enfin, qui ne rend plus légal l'avortement au niveau fédéral. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 21 États aux États-Unis qui interdisent l'avortement, et y compris certains en cas d'inceste ou de viol, dont le Texas ou l'Oklahoma. 14 dans ce cas, et les autres, ce sont ceux dont les droits sont moins importants qu'en 2022 au moment de la décision de la Cour suprême. Donc effectivement, les conséquences se font déjà sentir, et c'est terrible parce que les petites filles dans l'Amérique d'aujourd'hui ont moins de droits que leur grand-mère. C'est un recul extraordinaire. Un recul extraordinaire, mais qui est le produit d'une longue bataille, j'allais dire civilisationnelle, engagée dès les années 50. Parce que les Américaines étaient pionnières en matière de féminisme. Elles ont eu le droit de vote avant les Françaises. Elles ont eu la loi sur la contraception avant la loi Neuwirth, à 64. La loi Neuwirth, c'était, je crois, 67. Et parce qu'elles vivaient dans une société avec des fraternités, des clubs, des associations. Le mouvement suffragiste a commencé là-bas. Et d'ailleurs, c'est là qu'il est né du mouvement abolitionniste, comme le rappelait Elsa Dorla. Et c'est très intéressant d'analyser le féminisme américain, qui est un féminisme précurseur. Donc vous imaginez le précurseur, le traumatisme des féministes américaines aujourd'hui. Et pas étonnant que lors des midterms de 2022, contre tous les pronostics, Joe Biden a gagné les élections de midterm parce que les jeunes femmes... C'est vraiment le vote féminin sur le problème de l'avortement qui a... Oui. Aujourd'hui, si c'est une élection qui se joue sur le genre, pour beaucoup, au profit de Kamala Harris, c'est parce que les femmes, pas seulement les jeunes femmes noires, mais les femmes blanches des banlieues favorisées, se mobilisent pour elles. Alors, il y a un autre chiffre qui est frappant, stupéfiant, hallucinant. 311 000 enfants ont été tués par des armes à feu depuis le début de ce siècle. C'est terrible parce qu'il y a 400 millions d'armes à feu qui circulent aux États-Unis. Parmi les 6 dates dont je parlais, il y a celle-là, c'est Uvalde,
cette petite ville de Texas où il y a vu une école élémentaire être attaquée par toujours le même profil, jeune homme blanc, désœuvré, qui a tué ses enfants et 2 de leurs maîtresses. C'est une litanie, c'est une routine, comme dirait Barack Obama. C'est un mot terrible, mais c'est une routine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça pourrait s'arrêter demain. Mais sauf que malgré les initiatives législatives, il y en a eu beaucoup, le Congrès n'a jamais pu s'entendre pour contrôler les armes. Alors que, comme pour l'avortement, la majorité de la population américaine veut le contrôle des armes. C'est ce que disait Tocqueville. C'est-à-dire que c'est une drôle de démocratie dont l'objectif principal est de protéger la minorité. Donc c'est une minorité qui a décidé de l'avortement, de l'abrogation de l'avortement. Parce que 75% des femmes aux États-Unis, y compris notamment dans les États où c'est interdit, sont pour l'avortement. Et pourtant, dans ces propres États, elles peuvent pas. C'est parce que la minorité, l'obsession, c'est de la préserver. Tocqueville disait, bon, cette démocratie-là, elle peut virer au despotisme si les minorités... Bon, et donc, pour se prémunir de ça, eh bien, les minorités sont toujours surprotégées. Donc, pour les armes, c'est pareil. La majorité des Américains veut le contrôle des armes, mais... je dis bien contrôle, pas la suppression. Parce que même Kamala Harris revendique d'avoir une arme et de tirer pour avec. La régulation. Donc voilà, c'est tout. C'est rien d'autre. Parce que c'est un droit fondamental. Ouais. C'est un droit fondamental. Oui, ça date de l'époque où il n'y a pas de justice, où il n'y avait pas l'ordre était assuré par des milices qui assuraient cela. Alors, ton livre, il y a des sens critiques, mais même tu rends hommage au dynamisme de l'économie américaine. Alors ça, c'est vraiment très impressionnant. Je ne sais même pas où commencer, mais peut-être je commence d'ailleurs par le télescope James Webb, qui a ramené il y a 2 ans des images extraordinaires du Big Bang, l'origine de tout, la formation des étoiles et des planètes, 13 000 milliards d'années. Les Américains ont renoué avec la conquête spatiale et, comme je dis dans le livre, une génération va accompagner ça. Et derrière cela, vous avez Elon Musk aussi. C'est pas seulement une affaire d'État, c'est même si la NASA avec Bill Nelson est vraiment à la tête de ça, mais 85% des fusées lancées par les États-Unis sont le fait de SpaceX, de Elon Musk, qui a reçu un privé qui fait jeu égal, voire qui surpasse la NASA. En 20 ans, il a reçu 15 milliards de dollars du gouvernement américain, démocrate ou républicain. Donc, et derrière ça, c'est la bataille de l'Internet aussi. Starlink, faut se rappeler, ils ont rétabli l'Internet en Ukraine. Donc, vous voyez le pouvoir du personnage. Bon. Donc, et vous avez bien sûr le Big Five, les 5 grands de l'Internet, les GAFAM. En moins de 20 ans, chacun a dépassé une capitalisation de 2000 milliards de dollars. Nvidia, qui est le dernier arrivé sur l'intelligence artificielle, en juin 2024, a dépassé les 3000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, les États-Unis ont des données sur tout le monde. Alors, les Européens ont essayé de faire ce qu'ils savent faire, le normatif, le droit, ça n'a pas marché, évidemment. Et bien sûr, il y a eu des arrêts, la France a été en pointe avec le contrôle des données, mais le coup est parti. Et c'est les États-Unis qui sont à la pointe de l'innovation. Tu as aussi un autre chapitre, il y a beaucoup de choses dans ton livre, mais notamment un chapitre sur l'anti-wokisme, tu dis, ce nouveau McCarthyisme. Bon, moi, d'abord, il faut savoir que cette histoire de wokisme, aux États-Unis, c'est pas vu de la même manière qu'en France. En France, j'ai l'impression que 90% de la classe politique utilise ce mot, mais sans en connaître réellement la définition et les données. Et aux États-Unis, c'est juste les MAGA qui sont focalisés sur le wokisme. Hein. C'est pas les démocrates ni les républicains classiques. Donc c'est un outil manié par l'extrême droite. Ici, c'est manié par plus de gens. Ça dépasse la sphère de l'extrême droite. Ça, c'est la première chose qui me frappe. Deuxièmement, depuis le temps où on en parle, je pense que les Français ne sont pas très... Ça rentre là, ça sort là. Ils ne sont pas très au fait de la question. Et ceux qui sont au fait... c'est très présent dans certains médias, si tu écoutes ces news. Mais dans les médias, pas dans la population. Oui, d'accord. Moi, je veux dire, si des sondages ont eu lieu pour les interroger, j'en reprends certains dans le livre, pour savoir qu'est-ce que vous pensez du wokisme. Bon, la plupart, 80% disent on ne sait pas ce que c'est.
Et ceux qui savent sont 8%. Bon, donc, donc je crois que... Et puis c'est un mélange de plein de choses. Au fond, c'est quoi? C'est le refus des idées humanistes ou progressistes, je ne sais pas. On met un peu tout dans le même sac, théorie du genre. le déboulonnage des statuts Oui. avec la revendication d'une égalité de droit. Oui, l'écriture inclusive, les gays, les trans, les droits des femmes, les minorités, enfin tout ça. Et donc, en fait, en plus, il faut être tout ça ou rien. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être noir et homophobe dans leur esprit. Vous voyez? Vous ne pouvez pas être contre la GPA et être pour les droits des femmes. Il faut être tout en même temps. Mais c'est très caricatural. Ça va contribuer à la polarisation du débat comme aux États-Unis. C'est ce que tu écris. J'ai noté une phrase dans ton livre. La réponse à l'islamisme radical n'aurait jamais dû mettre cet anti-wokisme bavard des plateaux télé. Non, je pense que si Qui nourrit le vote extrême. Exactement. C'est-à-dire que ça va... Quand je disais tout à l'heure, ce qui passe aux États-Unis arrive en France, ben, il n'a pas fallu beaucoup de temps ici. Parce que le débat est fortement polarisé. C'est-à-dire on ne peut plus s'écouter, on ne peut plus s'entendre. On vous demande si vous condamnez pas. Tout est noir ou blanc. Il n'y a plus de nuances, il n'y a plus de complicité. Il y a plus de... donc moi, j'ai un peu de mal là, à m'adapter depuis que je suis revenue parce qu'on me prie, on me somme de choisir mon camp et de choisir mes victimes. Waouh, oh, et non. Et puis dans le même temps, il y a aussi cette idée que bon, la dictature des minorités, ça suffit. Voilà, on reprend le pouvoir. Après tout, on est chez nous. Et les femmes, elles en demandent trop. Le MeToo, c'est bon. Même le MeToo, ça a été confisqué par les stars, le féminisme pop, comme dit Suzanne Faludi, alors que à la caisse de Franprix, le superviseur qui harcèle la bonne dame, il n'y a pas de caméra, mais elle a besoin que la cause continue. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas juste Miley Cyrus et Beyoncé. Et tu mets en avant d'ailleurs que on parle beaucoup de cancel culture pour, disons, protester contre cette revendication de ne pas montrer telle œuvre. Mais en fait, ce que tu écris, c'est que le vrai cancel culture, il est ailleurs, il n'est pas chez les minorités, mais il est au pouvoir central. Ceux qui disent qui a le droit de prendre la parole, qui n'a pas le droit de prendre la parole. Ça a tellement dérapé aux États-Unis qu'aujourd'hui, le problème n'est pas les wokistes, mais les anti-wokistes. C'est-à-dire qu'avec un pouvoir, c'est-à-dire des gouverneurs comme Ron DeSantis en Floride, qui ont un pouvoir législatif de changer la loi, de prendre des décisions. Aux États-Unis, on brûle, entre guillemets, c'est-à-dire on les jette à la poubelle, les livres d'Anne Frank. Parce qu'il paraît qu'il y aurait une mention sur l'homosexualité. Personnellement, ça m'a échappé. Et donc, à l'époque, j'ai un souvenir, mais je ne l'avais pas noté, effectivement. Oui, ouais. On brûle les livres, entre guillemets encore, c'est-à-dire jetés à la benne, à ordures, de Toni Morrison, prix Nobel de littérature. Voilà ce qui se passe. On crée en Floride des comités parentaux pour surveiller les livres qui doivent être dans les bibliothèques des enfants ou pas. Et puis, on va surveiller ce que disent les professeurs, qui sont obligés de cacher les livres sous la table pour les faire lire aux enfants. Non, mais vous voyez, tout ça parce qu'on traque, par exemple, les livres qui parlent d'esclavage, il ne faut plus en parler, bon, parce que c'est pas bien, les livres qui parlent de... Voilà où on en est. Donc le danger, il vient de ce côté-là. Et il ne vient pas de parce que ceux qui ont vraiment le pouvoir, quoi. Oui, surtout qu'en France, franchement, les minorités ne sont pas très organisées. Il n'y a pas d'organisation comme aux États-Unis ethnique ou même de mouvements de droits civils, il n'y en a pas. Oui, en République ici. Donc là, certains se battent contre des moulins. Des moulins à vent et au fond, moi, je me demande à un moment si c'est pas pour faire... pour envoyer à la trappe les outils de lutte contre les discriminations, finalement. Parce qu'on en a assez. Voilà, tout ça, les minorités, les revendications d'égalité, ça suffit. C'est l'inversion de la preuve. C'est-à-dire qu'on accuse de terrorisme intellectuel ceux qui veulent empêcher les autres de s'exprimer, finalement. Ben, c'est ça. Et c'est très étrange comme... c'est comme... c'est comme si on avait profité de l'apparition de ce nouveau mot pour en faire un chiffon rouge, mais aussi pour l'amplifier, fabriquer quelque chose... Reprendre ce qui a été concédé comme égalité des droits. Voilà, c'est ça. Et de façon habile, au nom de la liberté. Au nom de la liberté, et comme si ces gens-là étaient des censeurs. Ils n'ont pas les moyens d'être des censeurs dans ce pays-là. Ils n'ont pas les moyens parce qu'ils ne sont pas organisés comme ils le sont aux États-Unis. Dernière question, si on arrive malheureusement à l'issue de ce podcast. Tu es donc depuis maintenant quelques temps aux États-Unis, tu étais en charge de la diplomatie française, du sport, etc. Vu les États-Unis, est-ce que tu vois une sorte
de France moins visible qu'auparavant, une France moins active sur le champ international. Est-ce que tu penses que la France a toujours le même poids qu'auparavant? Euh, c'est un atout de mon expérience personnelle, à titre individuel. C'est un atout de venir d'un pays comme la France. Il reste quand même quelque chose de cette, comme une nostalgie de cette singularité française. Il y a une attente, c'est vrai, qui a été sans doute déçue ces dernières années du fait de la multiplication des conflits et notre peut-être nos limites à y faire face et à y répondre efficacement. Mais il n'en faudrait pas beaucoup pour que ça reparte. Parce que la France a voulu incarner une voie différente de celle des États-Unis et de l'Union soviétique, une troisième voie fondée sur la diversité culturelle, la compréhension de certains problèmes du monde qui n'est pas simplement fait d'intervention militaire, mais aussi de partage, de culture, d'influence. Et le réseau diplomatique français en témoigne par son ampleur et le respect qu'il inspire. Je pense qu'il faut continuer à creuser ça, il faut continuer à entretenir cette singularité française. Ça nous rend spécial comme pays. Et ça suppose aussi d'être à la hauteur de l'émergence de ce qu'on appelle le Sud global, mais qui au fond c'est un mouvement néo-souverainiste qui émerge. J'appelle ça dans le livre l'afro-souverainisme pour ce qui concerne le continent africain. À quelques jours du sommet de Kazan des BRICS, il y a là comme une opportunité pour la France d'incarner quelque chose de différent des États-Unis et même d'être complémentaire. Mais au-delà même de tout ça, je crois que, et c'est ça ma véritable leçon que je tire de l'Amérique, je crois que le défi, pardon de revenir à un élément peut-être plus basique, c'est qu'il y a une compétition internationale là dehors qui est absolument impitoyable et que la France n'est pas vraiment préparée à ça. Et on parlait d'innovation aux États-Unis, mais je peux vous dire que c'est une question à la fois économique. Il s'agit finalement de reconstituer une base industrielle qui mette fin à cette mythologie d'une industrie sans usine, en fait, donc sans emploi. Ça fragilise les classes moyennes et populaires françaises, comme ça a fragilisé les classes moyennes et populaires américaines et nourrit les bataillons du Trumpisme, et comme ils nourrissent les bataillons de l'extrême droite ici. Donc c'est aussi une question démocratique et de paix civile. Ouais. Et une question de sécurité nationale aussi, parce que la maîtrise par les Asiatiques, notamment chinois, des chaînes d'approvisionnement, on l'a vu sur l'histoire des médicaments et des masques, pose un problème réel de sécurité nationale. Les Américains l'ont compris. Biden a investi 2000 milliards dans tout ça, les technologies propres, vertes, les semi-conducteurs, l'informatique quantique, les systèmes autonomes, l'intelligence artificielle, les biosciences. C'est tout ça qui est... Et là, on n'investit pas assez. Et donc, le pays se trouve fragilisé et rendu vulnérable. Et je pense que l'histoire du Doliprane n'est que le dernier acte le plus récent de cette fragilisation. Et réellement, je pense que ça, c'est la principale leçon de l'Amérique. C'est-à-dire être en pointe de l'innovation pour faire face aux défis de cette compétition impitoyable. Et l'Europe n'est pas une réponse suffisante parce que la concurrence l'a emporté sur la nécessité d'une politique industrielle. Merci Rama. Je renvoie à la lecture de ton livre « Les leçons de l'Amérique, nation et puissance » qui vient juste de sortir aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup. Merci à vous.